Au mariage de mon frère, un membre du personnel m'a arrêté à l'entrée, votre nom n'est pas sur la liste. J'ai aperçu mes parents, qui souriaient narquoisement derrière lui. Je suis parti. Le lendemain matin, ils se sont présentés chez moi, en pleine panique, et la raison de leur visite m'a laissé sans voix. Monsieur, votre nom ne figure pas sur la liste des invités. L'employé du domaine de la Saône m'a barré le passage avec un sourire d'excuse qui n'atteignait pas ses yeux. Il tenait une tablette avec un stylet flottant au-dessus d'une longue liste de noms. Derrière lui, à travers les portes en fer forgé ornementées, je pouvais voir la réception du mariage battre son plein. Des chapiteaux blancs, des guirlandes lumineuses, des gens en tenue de soirée, tenant des coupes de champagne et riant. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit calmement, bien que mon estomac commençât déjà à se nouer. Je suis Antoine Dubois, le frère du marié. Il a tapoté l'écran, a fait défiler la liste, a tapoté de nouveau. Je suis désolé, monsieur. Je ne vois pas votre nom. Êtes-vous certain d'avoir été invité? C'est à ce moment que j'ai regardé par-delà son épaule et que je les ai vus. Mes parents, Gérard et Sylvie Dubois, se tenaient à une vingtaine de mètres, près de l'entrée du chapiteau principal. Leur coupe de champagne levée pour un toast, ils m'observaient. Mon père, 62 ans, les cheveux gris parfaitement coiffés, portait un smoking qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel, et il souriait narquoisement. Et ma mère, 58 ans, les cheveux auburn relevés en un chignon élaboré, vêtue d'une robe couleur champagne, Harry, s'est tourné pour dire quelque chose à la femme à côté d'elle, puis Harry de nouveau. Il me regardait me faire refouler du mariage de mon propre frère et trouvait cela amusant. Laissez-moi vérifier à nouveau, a dit l'employé, visiblement mal à l'aise. Comme s'il appelait mon nom de famille DUBOIS Antoine Dubois. Encore des tapotements, encore des défilements. Son visage devenait de plus en plus rouge. Je suis vraiment navré, monsieur Dubois, mais je n'ai que les invités approuvés sur cette liste. Si vous le souhaitez, je peux appeler l'organisatrice du mariage. Ne vous dérangez pas. Mon frère Léo est apparu, 29 ans, 3 ans de moins que moi, marchant dans l'allée venant du chapiteau dans son smoking sur mesure, ajustant son nœud papillon. Il a toujours été l'enfant chéri, le charmeur, celui qui pouvait se sortir de n'importe quelle situation par la parole. « Salut, mon vieux », a-t-il dit nonchalamment, comme si nous venions de nous croiser dans un café. « C'est juste la famille, tu comprends ?» Je l'ai dévisagé. « Je suis la famille ?» Pas vraiment. Il a haussé les épaules, comme si de rien n'était. « Maman et papa pensent que c'est mieux comme ça. Après tout le drame que tu as provoqué, tu sais comment c'est. » Le drame que j'avais provoqué? C'était ainsi qu'il qualifiait mon refus de mentir pour l'entreprise de mon père 18 mois plus tôt, quand je n'avais pas voulu signer les déclarations fiscales frauduleuses qui sous-déclaraient les revenus de plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'était un jeudi après-midi, en février 2023. Je travaillais comme comptable dans une PME à Lyon, gagnant un salaire correct, menant une vie tranquille. Mon père m'a appelé dans son bureau. Il dirigeait le cabinet Conseil Dubois, une société de conseil aux entreprises avec 7 employés et un chiffre d'affaires annuel d'environ 1 800 000 euros. « J'ai besoin que tu regardes quelque chose », a-t-il dit en faisant glisser un dossier sur le bureau. Les déclarations fiscales de l'entreprise. Mais les chiffres étaient faux. J'avais vu les rapports trimestriels, je savais quel était le revenu réel. Ces déclarations sous-évaluaient les revenus de près de 40%. « Papa, ces chiffres ne correspondent pas à la comptabilité. » Je sais. Il s'est adossé dans son fauteuil en cuir, totalement détendu. La vraie comptabilité, c'est pour nos dossiers. Celle-ci, c'est pour le fisc. C'est de la fraude fiscale. C'est de la gestion intelligente, a-t-il corrigé. Tout le monde le fait. Tu crois que les grands patrons paient tous leurs impôts? Allez, Antoine. Ne sois pas naïf. Je ne signerai pas ça. Son visage a changé. Il est passé d'amical à glacial en quelques secondes. Si, tu le feras. Tu es l'expert comptable officiel de l'entreprise. Ta signature est requise. Alors retire-moi de ce poste. Je ne vais pas commettre un délit. Tu dramatises. C'est comme ça que les affaires fonctionnent. C'est comme ça qu'on paie les factures. Comment on paie la maison? Comment on maintient notre style de vie? Ton style de vie aussi. Ou as-tu oublié que j'ai payé tes études à l'université?
Cela ne te donne pas le droit de me demander d'enfreindre la loi. Nous nous sommes disputés pendant 2 heures. Il a essayé la raison, puis la culpabilité, puis les menaces. Quand j'ai encore refusé, il a appelé ma mère. Elle est arrivée en 20 minutes, parfaitement habillée et prête à jouer les médiatrices. Oh Antoine, chéri, ton père a besoin de ton aide. La famille doit s'entraider, mais pas pour de la fraude fiscale. N'appelle pas ça comme ça, a-t-elle lâché. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. Ton père a bâti cette entreprise à partir de rien. Il a subvenu aux besoins de cette famille. Le moins que tu puisses faire, c'est de montrer un peu de loyauté. La loyauté ne signifie pas commettre des délits. C'est là qu'ils se sont complètement retournés contre moi. Ils m'ont traité d'ingrat, de déloyal. Ils ont dit que je me croyais meilleur que simplement parce que j'avais un diplôme. Ils ont dit que j'avais toujours été critique, toujours difficile, toujours l'enfant à problème, celui qui ne pouvait pas simplement suivre le mouvement. Je suis sorti de ce bureau à 16h47. Je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à chez moi et j'ai passé les 2 jours suivants à décider quoi faire. Finalement, la voix de ma grand-mère a résonné dans ma tête. Fais ce qui est juste, même quand cela a un coût. J'ai déposé un signalement auprès de l'administration fiscale un lundi matin, anonymement au début, mais quand ils ont ouvert une enquête et ont eu besoin de témoignages, je me suis manifesté et je leur ai tout donné. Les relevés bancaires, les 2 jeux de livres comptables et les courriels discutant de la fraude. Le contrôle fiscal a été brutal, a duré 8 mois, a abouti à 260 000 € d'arriérés d'impôts et de pénalités, a failli détruire l'entreprise de mon père et a fait de moi le paria de la famille. Après tout le drame que tu as provoqué, avait dit Léo. Très bien, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Félicitations pour ton mariage, Léo. Je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène, je ne leur ai pas donné cette satisfaction. Derrière moi, j'ai entendu la voix de ma mère portée par la brise du soir, tu vois? Il est toujours aussi théâtral, il ne supporte pas de ne pas être le centre de l'attention pour une journée. J'ai continué à marcher à travers le parking jusqu'à ma Peugeot vieille de 10 ans, garée entre une Mercedes et une BMW. Je suis monté, j'ai démarré le moteur et j'ai conduit jusqu'à chez moi. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai pas frappé le volant, j'ai juste conduit. Et quelque part près de la borne kilométrique 23, sur l'autoroute, j'ai réalisé que je n'étais pas surpris, et que je n'étais plus blessé. J'étais juste fatigué. Fatigué d'être le problème, fatigué d'être celui qui causait du drame pour avoir refusé de participer à une fraude, fatigué d'être dépeint comme le méchant pour avoir une conscience. Je suis arrivé chez moi dans mon appartement du quartier de la Croix-Rousse à Lyon à 20h47, un petit 2 pièces, rien d'extraordinaire. J'avais déménagé ici après l'affaire du contrôle fiscal. Après que mes parents eurent clairement fait savoir que je n'étais plus le bienvenu aux réunions de famille tant que je ne m'excuserais pas de les avoir trahis, je me suis versé 2 doigts de whisky, je me suis assis sur le canapé et j'ai fixé le vide. Mon téléphone a vibré. Un message de ma cousine Chloé. J'ai appris ce qui s'est passé. Je suis désolé. Ta famille est folle. Je n'ai pas répondu. Une autre vibration. Ma tante Nathalie. Je n'arrive pas à croire qu'ils ne t'aient pas invité. C'est cruel, même pour eux. J'ai éteint mon téléphone. Le fait est que je savais que quelque chose comme ça allait arriver. Je le savais depuis des mois. Ma famille fonctionnait sur un principe simple. La loyauté avant tout. La vérité n'était pas pertinente. La moralité était négociable. Ce qui importait était de protéger le nom de la famille, l'entreprise familiale, l'image de la famille. Et j'avais violé ce principe en refusant de commettre un délit. Donc ceci, être exclu du mariage de mon frère, être publiquement humilié, être effacé des événements familiaux, c'était ma punition. Je suis resté assis dans le noir pendant un long moment, buvant du whisky et pensant à ma grand-mère. Madeleine Dubois est décédée il y a 2 ans à 86 ans. D'un cancer. Elle était la seule personne dans ma famille qui m'ait jamais dit la vérité sur quoi que ce soit. La seule qui disait que Gérard prenait de mauvaises décisions au lieu de dire que mon père était un homme d'affaires brillant. La seule qui reconnaissait que la famille Dubois avait des problèmes au lieu de prétendre que tout était parfait. Avant de mourir, elle m'a pris à part dans sa chambre d'hôpital 2 jours avant la fin, quand elle était si faible qu'elle pouvait à peine tenir ma main, et m'a dit « Antoine, tu es le seul qui fera ce qui est juste,
même quand c'est difficile. Promets-moi que tu continueras à le faire même quand cela a un coût. J'ai promis. Je ne savais juste pas à quel point ce coût serait élevé. Je me suis endormi sur le canapé vers minuit, toujours en chemise et pantalon, la tenue que j'avais portée pour un mariage auquel je n'avais pas été autorisé à assister. À 7h04 du matin, quelqu'un a commencé à frapper à ma porte, pas frapper, marteler, comme la police avec un mandat. Je me suis réveillé en sursaut, désorienté, le cou endolori à cause de l'angle dans lequel j'avais dormi. Les coups ont continué. Antoine, ouvre la porte. C'était la voix de mon père. Je me suis assis, j'ai regardé la porte, j'ai regardé mon téléphone. 17 appels manqués, 33 messages, tous de membres de la famille. Les coups se sont intensifiés. J'ai marché jusqu'à la porte et j'ai ouvert. Mes parents étaient là. Toujours dans leur tenue de cérémonie de la veille. Le smoking de mon père semblait avoir servi de pyjama. La cravate était dénouée, pendant autour de son cou comme un nœud coulant. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient en désordre. Le maquillage de ma mère était maculé, le mascara coulant sur ses joues, la robe couleur champagne froissée. Ils avaient l'air d'être restés éveillés toute la nuit. Nous devons parler, a dit mon père, me bousculant pour entrer dans l'appartement sans attendre d'invitation. Bonjour à vous aussi. Ma mère a saisi mon bras, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans ma peau. S'il te plaît, Antoine. Il est arrivé quelque chose. Nous avons besoin de ton aide. De l'aide pourquoi? Mon père arpentait déjà mon salon. Ses chaussures, du cuir italien coûteux, laissaient des traces sur mon tapis bon marché. Le mariage, le lieu, tout a mal tourné. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, ne ressentant rien. Le lieu nous a facturé le double, a-t-il continué, la voix montant. Ils ont dit qu'il y avait eu un malentendu sur le nombre d'invités. La facture finale était de 80 000 € au lieu de 42 000. Le traiteur menace de nous poursuivre parce que quelqu'un, Léo probablement, a promis un pourboire qui ne s'est jamais matérialisé. Le photographe a déjà déposé une plainte et exige un paiement anticipé pour les photos retouchées. La fleuriste, le DJ, tous nous attaquent en justice. Les mains de ma mère tremblaient. Nous faisons face à plus de 185 000 € de factures que nous ne pouvons pas couvrir. Certains prestataires menacent de faire appel à des sociétés de recouvrement, de ruiner notre crédit. Les comptes professionnels de Gérard sont à découvert à cause de problèmes récents. Quoi? Par problème récent, elle voulait dire le contrôle fiscal que j'avais déclenché. Les amendes, les arriérés d'impôts. Cela semble difficile, ai-je dit sans émotion. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Mon père a arrêté de marcher et s'est tourné pour me faire face. Nous avons besoin que tu signes les formulaires de déblocage. Quel formulaire de déblocage? Pour le fonds de prévoyance, a dit ma mère désespérément. Le fonds que ta grand-mère a laissé pour les urgences familiales. Nous avons besoin d'y accéder, mais tu es désigné comme l'exécuteur testamentaire. Tu dois approuver les retraits. Je suis resté très immobile. Quel fonds de prévoyance, ai-je demandé, bien que je susse exactement de quel fonds il s'agissait. La mâchoire de mon père s'est crispée. Ne fais pas l'idiot, Antoine. Le fonds de la succession de ta grand-mère, le fonds d'urgence. Elle a laissé 320 000 € sur un compte spécial pour les urgences familiales. Nous en avons besoin maintenant. Exécuteur testamentaire. J'ai marché vers ma cuisine, me suis servi un café et j'ai pris mon temps. Mamie a fait de moi l'exécuteur testamentaire? Oui, a-t-il craqué. Une décision ridicule qu'elle a prise dans ces dernières semaines. Elle a dit que tu étais le responsable, le fiable, comme si elle pensait qu'on ne pouvait pas faire confiance au reste d'entre nous avec de l'argent. L'ironie était si épaisse que j'ai failli rire. Mais nous avons besoin de cet argent maintenant, a dit ma mère en me suivant dans la cuisine. Les prestataires menacent d'une action en justice. Les cartes de crédit de ton frère sont dans le rouge pour le voyage de noces qu'il a déjà réservé. Nous n'avons aucune liquidité. Tout est bloqué dans l'entreprise, dans des investissements. Nous ne pouvons pas liquider sans pénalité massive. J'ai pris une gorgée de café. De combien avez-vous besoin? De tout, a dit mon père. 320 000 €. Peut-être plus si nous pouvons accéder aux plus-values. Pour des factures de mariage,
pour des dépenses d'urgence, a corrigé ma mère. C'est à ça que sert le fonds. Les urgences. J'ai posé ma tasse de café avec soin, je me suis dirigé vers mon bureau dans le coin de la pièce, j'ai sorti un dossier épais, et je l'ai ouvert lentement. C'est drôle que vous mentionniez ce fonds, ai-je dit, parce que je l'étudie de très près depuis un bon moment. Les yeux de mon père se sont plissés. Qu'est-ce que tu veux dire? Mamie a été très spécifique sur l'utilisation qui pouvait être faite de ce fonds. J'ai sorti les documents de la succession. 47 pages de jargon juridique que j'avais lu tant de fois que j'avais mémorisé des sections entières. Urgence médicale, frais de scolarité pour les membres de la famille poursuivant des études supérieures, coût de démarrage d'entreprise pour les membres de la famille en règle, sans casier judiciaire. J'ai levé les yeux. Les factures de mariage ne sont pas couvertes. Le visage de ma mère est devenu blême. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une clause pour les dépenses imprévues. Section 7, paragraphe 3. Les dépenses imprévues sont définies comme des traitements médicaux non planifiés, des réparations d'urgence de la maison suite à des catastrophes naturelles, une représentation juridique d'urgence pour les membres de la famille faisant face à des accusations pénales sans faute de leur part. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire gentil. Les dépassements de budget de mariage ne sont pas mentionnés. Mon père a fait un pas de plus. Tu vas vraiment faire ça parce qu'on t'a laissé en dehors de la liste des invités? Tu es si mesquin que ça? Non, papa. Je vais faire ça parce que vous puisez dans ce fonds depuis 2 ans. La pièce est devenue absolument silencieuse. Le seul son était la cafetière qui goûtait encore dans la cuisine et quelque part dehors, une alarme de voiture qui se déclenchait. La voix de ma mère est sortie comme un murmure. Quoi? J'ai sorti les relevés bancaires imprimés sur du papier ordinaire, mais dévastateurs dans leur clarté. Transaction après transaction surlignée en jaune. Je suis ça depuis juin 2023. C'est là que j'ai remarqué la première divergence. Un retrait de 7 000 € étiqueté urgence médicale. Hospitalisation de Gérard Dubois. Mais papa, tu n'as pas été hospitalisé. Je t'ai appelé cette semaine-là. Tu allais bien, tu jouais au golf avec des amis, postant des photos sur les réseaux sociaux depuis le club. J'ai étalé les relevés sur ma table basse comme un joueur de poker révélant une quinte flush royale. Alors j'ai commencé à regarder de plus près, demandant des relevés détaillés, recoupant les dates. Février 2023, un retrait de 7 000 € étiqueté frais médicaux, sauf qu'aucun de vous n'était malade. J'ai vérifié auprès de votre mutuelle. Je suis listé comme l'un des bénéficiaires du fonds, donc j'y ai accès. Aucune dépense majeure ce mois-là. Mars 2023. 4 500 € étiquetés frais de scolarité. Ni toi ni Léo n'étiez à l'université. J'ai vérifié auprès de chaque université locale. Aucun dossier d'inscription. J'ai sorti plus de documents. Une pile épaisse méticuleusement organisée avec des onglets et des notes. Avril 2023. 58 000 € étiquetés réparation d'urgence de la maison. Je suis allé jusqu'à votre maison. Le toit semblait en parfait état. J'ai même appelé 2 entreprises de couverture, prétendant que j'envisageais des travaux. Aucune n'avait de dossier pour votre adresse. Mai 2023, 8 500 € pour du matériel médical pour Sylvie Dubois. Maman, tu n'es pas handicapée, tu n'as pas besoin de matériel médical. Juin 2023, 5 900 € pour des honoraires juridiques d'urgence. J'ai vérifié auprès du tribunal judiciaire. Aucun procès vous impliquant, aucune procédure légale nécessitant une représentation d'urgence. Ma mère était devenue livide. Elle s'est agrippée au bras du canapé comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Juillet 2023, 9 500 €. Août, 7 800. Septembre, 6 400. Chaque mois pendant 23 mois, parfois 2 fois par mois. Chaque retrait soigneusement formulé pour paraître légitime. Chaque formulaire d'autorisation avec ma signature, sauf que je n'ai jamais rien signé. J'ai pris un des formulaires et je l'ai tenu à côté d'un document que j'avais vraiment signé. Mon formulaire de renouvellement de permis de conduire. Tu vois la différence? Ma signature penche vers la gauche parce que je suis gaucher. Ces signatures falsifiées penchent vers la droite. La pression du stylo est fausse. J'utilise aussi une pression légère sur les traits descendants et forte sur les traits ascendants.
Celles-ci sont inversées. Un expert en graphologie judiciaire identifierait ça en 30 secondes. Mon père a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Ça continue encore et encore. Un total de 120 000 € retirés du fonds sous de faux prétextes sur 23 mois. Et je sais exactement où l'argent est allé parce que j'ai engagé quelqu'un pour le tracer. Le visage de mon père était passé du rouge au blanc. Tu ne peux pas le prouver. Je l'ai déjà prouvé. J'ai sorti un autre document. J'ai engagé le cabinet Martin et Associés, des experts comptables judiciaires, il y a 3 mois. Plus précisément, j'ai travaillé avec Dr Isabelle Martin. C'est une examinatrice de fraude certifiée. Elle exerce depuis 19 ans, a témoigné comme témoin expert dans 47 affaires. Elle a tracé chaque transaction, chaque signature falsifiée, chaque faux formulaire d'autorisation. J'ai tendu le rapport à ma mère. Elle l'a fixé, mais ne l'a pas pris. Il est tombé sur le sol. Chaque retrait documenté, chaque divergence notée, y compris le fait que l'argent a été utilisé pour des dépenses de luxe. Rénovation de la cuisine, achat d'un bateau, paiement de la voiture de Léo, interventions esthétiques de maman. Ma mère a eu un hoquet. Comment as-tu su? Relevé de carte de crédit. Vous avez utilisé l'argent du fonds pour rembourser des cartes de crédit, mais les relevés de cartes montrent à quoi servait la dette. J'ai sorti plus de documents. L'expert comptable a obtenu les dossiers financiers par voie de justice. Tout est légal, tout est documenté, tout est prouvable. Mon frère Léo est apparu à ma porte, portant encore le pantalon de son smoking et une chemise froissée. Ses yeux étaient rouges, il sentait l'alcool. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il articulé difficilement. Tes parents ont détourné de l'argent du fonds de mamie, ai-je dit sans émotion. Et ils viennent de me demander de leur donner accès au reste. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas volé, a commencé ma mère. Vous avez falsifié ma signature sur 23 formulaires d'autorisation distincts, les jeux interrompus. C'est de la falsification de documents. Vous avez retiré des fonds sous de faux prétextes. C'est de l'escroquerie. Vous avez utilisé l'argent d'un fonds établi par une personne décédée à des fins non autorisées. C'est de l'abus de faiblesse, même posthume. Et vous l'avez fait systématiquement sur 2 ans. C'est une association de malfaiteurs. Mon père s'est avancé, mais s'est retenu. Ses mains tremblaient. Oh s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Nous rembourserons chaque centime avec intérêt. Juste ne fais rien. Ne faire quoi? Ne pas le signaler? J'ai incliné la tête. Signaler aux autorités? À la banque? À qui que ce soit. Nous allons arranger les choses. Nous allons refinancer la maison, vendre le bateau, tout ce qu'il faudra. Avec quel argent, papa? L'entreprise est à sec à cause du contrôle fiscal. Votre crédit est ruiné à cause des amendes. Tu viens de me dire que tu ne peux pas couvrir les factures du mariage. Comment exactement allez-vous rembourser 120 000 €? Il n'avait pas de réponse. Ma mère est tombée à genoux. Littéralement, tombée à genoux sur le sol de mon salon. Antoine, s'il te plaît. Nous sommes ta famille. Nous avons fait des erreurs, mais nous envoyer en prison ne va rien arranger. Je ne vous envoie nulle part, ai-je dit calmement. La loi est. Quoi? Je suis retourné à mon bureau et j'ai sorti un autre dossier, celui-ci marqué d'un numéro de dossier. J'ai déposé une plainte auprès du procureur de la République de Lyon il y a 3 mois. Le 14 octobre 2024, à 9h17. Numéro de dossier 2024 FA 088 à 47. Division des abus financiers. L'enquêtrice en chef est la substitute du procureur Hélène Bernard. 26 ans d'expérience dans la poursuite des crimes financiers. Les genoux de mon père ont fléchi. Il s'est assis lourdement sur le canapé. J'ai soumis les rapports d'expertise comptable, tous les relevés bancaires, tous les formulaires d'autorisation falsifiés. Dr Martin a fourni un témoignage d'expert lors d'une déposition le 3 décembre. Le bureau du procureur a ouvert une enquête formelle le 5 décembre. J'ai ouvert le dossier. Ils ont réquisitionné tous les dossiers de la banque qui gère le fonds. Ils ont interrogé le directeur de la banque, le gestionnaire du fonds et 3 employés qui ont traité les retraits. Ils ont vérifié que les signatures ne correspondaient pas. Ils ont tracé où l'argent est allé. Ma mère pleurait maintenant.
le mascara coulant sur son visage en rivière noire. Tu as fait ça avant le mariage. Tu savais et tu n'as rien dit. J'ai enregistré la documentation finale vendredi matin. La veille du mariage de Léo. Parce que je savais que quelque chose comme ça allait arriver. Je savais que vous finiriez par avoir besoin de plus d'argent. Je savais que vous vous présenteriez ici en exigeant que j'autorise un retrait. J'ai sorti le dernier document du dossier et je l'ai tenu pour qu'il puisse voir le sceau officiel. Les mandats d'arrêt ont été approuvés hier après-midi à 16h32. Pendant que vous étiez à la réception du mariage, pendant que vous célébriez et riez de moi me faisant refouler, le juge a signé. C'est le juge principal du tribunal judiciaire de Lyon, 34 ans de service. J'ai posé le document sur la table basse. Les mandats sont pour de multiples chefs d'accusation de falsification, d'escroquerie et d'abus de faiblesse. La substitute du procureur Bernard coordonne avec la brigade financière de la police judiciaire. L'inspecteur Julien Fournier, 15 ans d'enquête sur les crimes en col blanc, s'occupe des arrestations. Arrestation ? La voix de Léo s'est brisée. Le brouillard de l'ivresse se dissipait rapidement. De quoi diable parles-tu ? Tes parents vont être arrêtés lundi matin. 8 heures. C'est demain. L'inspecteur Fournier va exécuter les mandats au domicile de tes parents. La pièce a explosé. Ma mère criant, mon père hurlant à la trahison, Léo s'avançant sur moi. Je me suis esquivé et il a heurté ma bibliothèque, envoyant des livres volés. Tu as gâché mon jour de mariage, a crié Léo en se relevant en trébuchant. Espèce d'égoïste. Je n'ai rien gâché, ai-je dit calmement. Je n'étais même pas là, tu te souviens ? C'était le type théâtral qui a été renvoyé pendant que tout le monde riait. C'est une question de vengeance, a rugi mon père. Tu fais ça pour nous punir ? Non. Je fais ça parce que vous avez commis des délits, parce que vous avez volé dans la succession de votre propre mère, parce que vous avez falsifié ma signature 23 fois, parce que vous avez menti de manière répétée, systématiquement, pendant 2 ans. J'ai fait un pas de plus vers lui. Et parce que quand vous avez manqué d'argent, quand vos combines vous ont finalement rattrapé, vous êtes venu vers moi, le fils que vous avez publiquement humilié hier, et m'avez demandé de vous aider à accéder à plus d'argent pour le détourner. Nous n'allions pas le détourner, a sangloté ma mère. Nous en avions besoin pour des urgences. Les factures de mariage ne sont pas des urgences. Ce sont les conséquences de vos choix, de vivre au-dessus de vos moyens, de dépenser de l'argent que vous n'aviez pas pour maintenir une image que vous ne pouvez pas vous permettre. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Maintenant, sortez de mon appartement. Oh s'il te plaît, a commencé ma mère. Sortez. Ils sont sortis lentement, trébuchant les uns sur les autres. Ma mère pouvait à peine marcher avec ses talons. Mon père a dû la soutenir. Léo a suivi derrière, murmurant des menaces que je n'ai pas pris la peine d'écouter. Je les ai regardés monter dans la voiture, une Mercedes de location qu'ils ne pouvaient pas se permettre, payer avec l'argent du fonds, et s'éloigner. Alors, j'ai fermé la porte, les verrouillé et j'ai mis la chaîne. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. J'ai ignoré. J'ai marché vers ma cuisine, me suis servi une autre tasse de café et je me suis assis à la vieille table de ma grand-mère. Le seul meuble qu'elle m'avait laissé directement. Un magnifique bureau à cylindre en chêne qui avait été dans son bureau pendant 40 ans. Il y avait une note collée à l'intérieur du tiroir supérieur. Je l'ai trouvée le jour après les funérailles quand j'ai ramené le bureau à la maison. Je l'ai lu au moins 100 fois depuis. Antoine, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. J'espère avoir été clair dans mon testament, mais au cas où, tu es le seul en qui j'ai confiance pour le fonds d'urgence familial. Ton père est doué pour gagner de l'argent, mais terrible pour le garder. Ta mère l'encourage. Léo suit l'exemple. Tu es différent. Tu dis la vérité même quand ça fait mal. Tu fais ce qui est juste même quand cela a un coût. C'est rare. Ne perds pas ça. Le fonds est substantiel. Protège-le. Utilise-le seulement pour de vraies urgences, pas des urgences fabriquées. Et s'ils essaient de voler, et ils essaieront, ne les laisse pas faire. Pas parce que tu es méchant, mais parce que parfois, la chose la plus aimante que tu puisses faire est d'empêcher les gens de se détruire. Je t'aime, mon grand. Sois fort, mamie. J'ai plié la note avec soin et l'ai remise dans le tiroir. Mon téléphone a vibré.
Un message de la substitute du procureur Hélène Bernard. Mandats exécutés lundi à 8 heures, comme prévu. Les officiers ont été briefés. Nous nous attendons à une arrestation sans incident. Nous vous tiendrons informés. J'ai répondu. Merci. Un autre message. Celui-ci du docteur Isabelle Martin, l'expert comptable. J'ai vu que l'approbation du mandat est passée. Félicitations. La justice n'est pas si souvent rendue dans ce genre d'affaires. Votre grand-mère serait fière. Le serait-elle? Je n'étais pas sûr. Une partie de moi se sentait nauséeuse. C'étaient mes parents, mon frère, ma famille. Mais une autre partie, la partie qui se souvenait de la chambre d'hôpital de ma grand-mère, la partie qui avait regardé mon père commettre fraude et évasion fiscale pendant des années, la partie qui avait été publiquement humiliée hier pour avoir une conscience. Cette partie ressentait juste une satisfaction froide. Ils avaient eu toutes les opportunités d'arrêter, toutes les chances de faire ce qui était juste. Au lieu de cela, ils ont persisté, m'ont exclu des événements familiaux, m'ont traité de théâtral, de déloyal, de traître, puis sont revenus en rampant dès qu'ils ont eu besoin de quelque chose. Le dimanche est passé lentement, je ne suis pas sorti de l'appartement. J'ai ignoré les appels de ma mère, mon père, Léo, plusieurs tantes et oncles, qui avaient d'une manière ou d'une autre entendu ce qui se passait et voulaient que je sois raisonnable, que je pense à la famille. À 19h54, ma cousine Chloé a envoyé un message. Ma mère dit que tes parents sont sur le point d'être arrêtés. Est-ce vrai? J'ai répondu, oui. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé dans le fond de mamie, falsifié ma signature. Abus de faiblesse. Bon sang. Tu vas bien? Allais-je bien? Je ne savais pas comment répondre à ça. Je vais bien. Besoin de quelque chose? Non, merci. À 23h37, mon père a appelé. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. Antoine? C'est papa. Je sais que tu es en colère. Je sais que nous avons mal géré les choses, mais s'il te plaît, ne laisse pas ça arriver. Nous sommes ta famille, nous avons fait des erreurs, mais la prison, la vraie prison. Ta mère ne peut pas survivre à ça. Je ne peux pas survivre à ça. Appelle juste le bureau du procureur. Dis que tu as fait une erreur. Dis que tu as mal compris les retraits, s'il te plaît, je t'en supplie. J'ai effacé le message vocal. À 8h17 le lundi matin, mon téléphone a sonné. C'était la substitute du procureur Bernard. Monsieur Dubois, les arrestations ont été effectuées avec succès. Vos parents sont en garde à vue. Ils sont en cours de traitement. Leur mise en examen est prévue pour demain matin, 9h, chambre 4B. Vous n'êtes pas obligé de comparaître. Merci de m'avoir prévenu. Je veux que vous sachiez que ce dossier est solide. L'expertise comptable du docteur Martin est parfaite, un cas d'école. Les signatures falsifiées sont évidentes. Les dossiers bancaires sont accablants. On conseillera à vos parents d'accepter une procédure de plaidé coupable. Quel genre de peine risque-t-il? Avec restitution et sans casier judiciaire antérieur. Probablement 2 à 4 ans avec une possibilité de libération conditionnelle après 18 mois. Mais ils devront rembourser l'intégralité des 120 000 € plus les pénalités et les intérêts et auront un casier judiciaire. Toutes les licences professionnelles seront révoquées. L'entreprise de votre père va probablement fermer. Je comprends. Monsieur Dubois, je fais ça depuis 26 ans. J'ai vu beaucoup de cas d'abus financiers familiaux. La plupart du temps, les victimes se sentent coupables. Elles veulent protéger l'abuseur parce que c'est la famille, mais vous devez savoir que vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez protégé l'héritage de votre grand-mère, vous les avez empêchés de voler davantage et vous les avez tenus pour responsables. Ça ne me fait pas plaisir. Ça ne devrait pas, a-t-elle dit gentiment, mais c'est quand même la bonne chose à faire. Après avoir raccroché, je suis resté assis au bureau de ma grand-mère pendant un long moment. Mon téléphone a vibré avec des messages. Ma tante Nathalie, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça à tes propres parents. Honte à toi. Mon oncle Thomas, la famille doit rester unie. Tu es mort pour nous. Léo, j'espère que tu es heureux. Tu as détruit notre famille. Je les ai tous bloqués.
Puis mon téléphone a sonné avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu. Monsieur Dubois. C'est maître Élodie Lambert du barreau de Lyon. J'appelle au sujet du fonds de la succession de votre grand-mère. Nous avons été contactés par le bureau du procureur concernant l'affaire. Je voulais vous prévenir que le fonds sera placé sous supervision du tribunal pendant la procédure pénale. Mais vous resterez l'exécuteur testamentaire. Les fonds restants, 197 000 €, seront en sécurité et protégés. Merci. Je voulais aussi dire, à titre officieux, bravo. L'abus de faiblesse est difficile à poursuivre parce que les membres de la famille ne veulent souvent pas coopérer. Vous avez fait une chose difficile, la chose juste. C'était la chose juste. Tout le monde continuait à le dire, mais j'avais l'impression de venir de faire exploser ce qui restait de ma famille. Mais peut-être, ai-je pensé, que certaines familles avaient besoin d'exploser. Certaines familles étaient bâties sur des mensonges et de la fraude. Et en s'attendant à ce que la loyauté signifie accepter un comportement criminel, certaines familles se détruisent de l'intérieur, et tout ce que vous pouviez faire était de refuser d'être enseveli dans les décombres avec elles. 3 mois plus tard, mes parents ont accepté un accord de plaidé coupable, 2 ans dans un centre de semi-liberté, 120 000 € de restitution, 3 ans de mise à l'épreuve après leur libération, et tous deux ont dû renoncer à leur licence professionnelle. La société de conseil de mon père a été dissoute. Ma mère a perdu sa carte d'agent immobilier. Léo a complètement cessé de me parler, m'a bloqué partout. Sa femme, une femme que je n'ai jamais rencontrée, a publié sur les réseaux sociaux des messages sur les membres de la famille toxique qui valorisent l'argent plus que les relations. Je n'ai jamais répondu. Commentaire, parfois, les choix les plus difficiles sont ceux qui sauvent notre santé mentale. On grandit souvent avec l'idée que la loyauté familiale signifie tout accepter, même l'inacceptable. Pourtant, poser des limites n'est pas une trahison, c'est avant tout un acte de respect envers soi-même. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour préserver une image ou pour couvrir les erreurs des autres. Défendre la vérité peut sembler être un chemin solitaire, mais cela apporte une paix intérieure que le mensonge ne pourra jamais offrir. Aimer véritablement, c'est parfois refuser d'être complice et laisser chacun faire face à ses responsabilités. Il est normal de ressentir de la culpabilité en s'éloignant, mais cela ne signifie pas que vous avez pris la mauvaise décision. Votre tranquillité d'esprit a bien plus de valeur que n'importe quel héritage ou statut social. J'espère que ce récit vous rappelle que vous avez la force de choisir ce qui est juste dans votre propre vie. Prenez soin de vous et protégez votre sérénité. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.